Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Pour les actualités internationales, le président du Kenya, William Ruto, entame une visite d'État de 48 heures à Djibouti. Autre actualité nationale, Djibouti accueille les dirigeants de la région pour le sommet de l'IGAD. Et pour les actualités internationales, au Soudan, nouvelle trêve de 24 heures. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. À l'actualité, à la une de ce journal, le président de la République du Kenya, M. William Ruto, est arrivé ce samedi en début de soirée à Djibouti, où à l'invitation de son homologue djiboutien, son Excellence M. Soumaïla Marguelé, il effectuera à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays une visite d'État de 48 heures. Demain dimanche, principale étape de sa visite à Djibouti, le président kenyan sera reçu avec tous les honneurs au palais de la République où il aura des entretiens en aparté avec le chef de l'État djiboutien, suivi d'une réunion élargie de travail qui débouchera sur l'adoption d'une série d'accords bilatéraux, notamment dans le domaine de coopération énergétique, du tourisme, de la formation diplomatique et des échanges culturels. Djibouti et le Kenya ont en partage des liens privilégiés, de solidarité, de coopération et d'amitié tissés par le fil de l'histoire et de l'appartenance commune à la même région. Les deux pays accroissent de plus en plus également l'œuvre de leur proximité à travers le rôle de fer de lance qu'il incarne dans la résolution des principales problématiques à l'ordre du jour dans cette partie du monde, notamment la paix et la stabilité ainsi que l'intégration économique régionale. À sa descente de l'avion à l'aéroport international d'Ambouli, le président kenyan a été accueilli par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, du ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Abdawale, du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, mais aussi de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, M. Yassine Elmebou, et enfin du secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Wakene Gebiehu. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport international d'Ambouli, une brève entretien s'est déroulé dans le salon VIP entre le Premier ministre et le président du Kenya, William Ruto, en présence des officiels des deux pays, dans le cadre de sa visite d'État à Djibouti, placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Le président William Ruto est accompagné d'une importante délégation de son pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, le Dr Alfred Moutoua, le ministre de la Défense, M. Aden Douale, la conseillère de la Sécurité nationale, Mme Monica, et le directeur de cabinet à la présidence, M. Nanoka, accompagnent entre autres le président kenyan dans le cadre de cette mission à Djibouti. Les travaux de la commission mixte entre Djibouti et le Kenya qui a débuté le 8 mai à l'Institut diplomatique a pris fin aujourd'hui. Celle-ci était coprésidée par M. Mohamed Ali Youssouf, ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son homologue M. Alfred Moutoua, ministre des Affaires étrangères kenyan. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des relations bilatérales entre les deux pays et ont souligné également la détermination des dirigeants et des gouvernements des deux pays à les développer conformément aux intérêts et avantages communs, louant l'esprit de coopération et coordination entre les deux pays frères dans toutes les instances internationales. Les travaux ont été couronnés par la signature conjointe des deux parties de l'accord de coopération bilatérale signé par le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue Alfred Moutoua, ministre des Affaires étrangères du Kenya. Les travaux de cette commission mixte ont vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, M. Yassine Elmebou, l'ambassadeur du Kenya à Djibouti, M. Salim Mohamed Salim, ainsi que plusieurs acteurs des différents secteurs de l'administration publique ont pris part à cette commission mixte.
Alfred Mutua, ministre des Affaires étrangères kényan, a indiqué la signature au procès verbal convenu, tenu conjointement sur les questions politiques et sécuritaires, commerciales et économiques, ainsi que les questions jeunesse, sociales et culturelles. Le ministre kényan a également mentionné l'engagement à travailler ensemble en permanence pour intégrer socio-économiquement les deux pays, en particulier dans le commerce, l'éducation et le tourisme. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué pour sa part, et je cite, « Nous sommes conscients de l'intérêt que porte le Kenya au développement de ce partenariat. Et nous pensons également qu'en tant que membres de la même région, nous sommes confrontés aux mêmes défis, notamment en termes de relations économiques, de commerce et de transport dans le cadre de nos relations. Nous serons en position de riposte face à la flotte de sécurité dans cette région et un jour de vide sécuritaire est très difficile à travailler sur les affaires, sur le partenariat de développement et sur les programmes culturels, scientifiques, de recherche et d'enseignement supérieur. Si nous voulons renforcer ces relations, nous devons nous concentrer sur le mécanisme qui nous permettra de fixer un délai très court et de mettre en place un mécanisme flexible qui permettra d'atteindre les objectifs de ces relations. » Fin de citation. Autre actualité à la une de ce journal, les dirigeants des pays de l'IGAD à Djibouti sont attendus dans le sol djiboutien pour participer au sommet de l'IGAD prévu le 12 juin 2023. À cette occasion, les premiers sont déjà arrivés à Djibouti ce samedi. Aujourd'hui, en fin de matinée, le vice-président du Conseil souverain de transition est arrivé à l'aéroport international d'Ambouli. À sa descente de l'avion, le vice-président du Conseil souverain de transition a été accueilli chaleureusement par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Ouarf, M. Momin Hassan Barre. Par la suite, le vice-président du Soudan et le ministre des Affaires musulmanes ont eu un bref entretien dans le salon VIP de l'aéroport. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer davantage. Rappelons que le vice-président du Conseil souverain de transition va participer au sommet de l'IGAD qui ouvre ses portes le 12 juin à Djibouti au Kempinski Palace. Son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, ministre du Budget de Djibouti, accompagné par sa conseillère technique en charge de la réforme du ministère, a pris part aux travaux de la conférence régionale et de la réunion du comité directeur du METAC à Beyrouth, au Liban, du 7 au 9 juin. Cette participation confirme la volonté de la reprise des relations de partenariat avec ce centre, le Centre régional d'assistance technique au Moyen-Orient, créé en octobre 2004 dans le cadre d'une collaboration entre le Fonds monétaire international, les pays membres et les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux a pour mission d'aider les membres à faire progresser les politiques publiques et les institutions qui permettent une croissance inclusive et durable afin que le niveau de vie s'améliore pour tous les citoyens. La participation de Djibouti à cette conférence régionale coïncide avec la réunion de son comité directeur qui démontre son engagement et son investissement, à l'instar des autres pays membres de la région, à prendre part à cette conférence qui porte sur des enjeux majeurs dans un contexte de réforme des finances publiques à Djibouti. De même, dans le cadre de cet événement parallèle, cette conférence comportera des tables rondes et des réunions sur les thèmes aussi diversifiés que celles regard croisé sur les statistiques des finances publiques, administration des recettes, marchés monétaires et capitaux. Par ailleurs, au marge de ces travaux de la conférence, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble s'est entretenu avec le ministre des Finances du Liban, le Dr Youssouf, qui des voies et moyens également de renforcer les coopérations bilatérales entre les deux pays en matière de finances publiques. Il a également eu des entretiens particuliers avec le directeur du METAC dans le nouveau locaux du METAC. Grand format de ce journal sur un organisme de développement et de lutte contre la sécheresse. L'IGAD va élargir sa vocation 10 ans après, en 1996, pour devenir un acteur régional incontournable dans plusieurs domaines. Voici le grand format.
Créé en 1986 pour être un organisme de développement de lutte contre la sécheresse, l'IGAD va élargir sa vocation 10 ans après, en 1996, pour devenir un acteur régional incontournable dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines d'attribution, la coopération économique et l'intégration régionale, la santé et le développement social, l'agriculture et l'environnement, mais aussi et surtout la promotion de la paix et de la sécurité. Un rôle important qui a valu dans les années 2000 la reconnaissance officielle de l'IGAD par l'Union africaine comme étant l'une des 8 communautés économiques régionales. L'IGAD a donc pour objectif d'élargir les domaines de coopération régionale, de faire en sorte que ses membres se soutiennent mutuellement et de promouvoir la politique en faveur de la paix, de la stabilité dans la région en vue de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, de la gestion durable de l'environnement ainsi que du développement durable. Les explications avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr. Werkene. The establishment of IGAD was the member states at that time they convinced that l'établissement de l'IGAD trouve son fondement dans la prise de conscience des États membres de l'époque, qu'ils ne pouvaient résoudre individuellement certains de leurs problèmes. En raison de leur proximité géographique, de leur partage d'une culture et d'une langue commune, ainsi que d'autres caractéristiques, ils ont réalisé qu'une organisation était nécessaire pour promouvoir les intérêts collectifs. Ainsi naquit l'IGAD, une institution régionale qui se consacre à la préservation de la paix et de la sécurité, au développement agricole, à la lutte contre le changement climatique, à la gestion des migrations, au commerce et à l'investissement, et surtout à la promotion de l'intégration régionale. À travers toutes ces dimensions, l'IGAD se révèle comme une entité vibrante qui sert les intérêts de ses États membres, tout en travaillant inlassablement pour soutenir les populations de cette région en matière de paix et de sécurité. En effet, sur le principe de la non-interférence dans les affaires internes de nos États membres, tout en travaillant à soutenir les populations de cette région en termes de paix et de sécurité. L'autre domaine que je dois mentionner pour vous est la question de l'intégration. La stratégie de cette autorité vise ainsi le développement économique durable des États membres. Un accent particulier et une priorité élevée sont accordés à l'intégration et à la coopération économique régionale afin de promouvoir un développement collectif, socio-économique intégré et autonome à long terme. Promouvoir les stratégies de développement conjointes et d'harmoniser graduellement les programmes et les politiques macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique. Selon l'IGAD, il s'agit d'abord d'harmoniser la politique en matière d'échanges commerciaux, de la douane, des transports, des communications, de l'agriculture, des ressources naturelles et de promouvoir la libre circulation des biens et des services des personnes au niveau de la sous-région. De créer également un environnement propice au commerce extérieur, au commerce intérieur et transfrontalier ainsi qu'à l'investissement. D'élaborer et de promouvoir des programmes et des projets en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles ainsi que la protection de l'environnement, encourager et favoriser les initiatives des États membres dans la lutte commune contre la sécheresse et d'autres calamités naturelles ou humaines et leurs conséquences. Parmi ces grands objectifs, développer une infrastructure coordonnée complémentaire dans les domaines des transports, des télécommunications, de l'énergie dans la sous-région, mais aussi promouvoir la paix, la stabilité à travers un mécanisme sous-régional de prévention, de gestion de règlement des différends inter-États entre les États par la voie du dialogue. C'est ce qu'a mis en lumière les derniers développements du conflit au Soudan. Les leaders de la région, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, tentent par le biais des mécanismes propres à l'Union africaine et à l'IGAD de mettre un terme aux différends soudanais. His Excellency President Ismail have a very crucial role. He is well respected. Son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh joue un rôle d'une extrême importance. En tant que leader respecté de la région, il incarne une figure de proue dont l'influence s'étend bien au-delà de son territoire. Sa sagesse revêt une importance cruciale dans les domaines auxquels nous sommes confrontés. Secretary, also I'm very near to His Excellency that we are benefited a lot
Indeed, En tant que secrétaire exécutif, j'ai le privilège d'être étroitement associé à son Excellence. Nous anticipons un leadership encore plus marquant. Djibouti, en qualité de pays pacifique, peut offrir son soutien. En effet, Djibouti n'entretient aucun conflit avec les autres États membres et représente une oasis de paix pour nous. Cet avantage considérable positionne Djibouti et son peuple comme des atouts majeurs, permettant ainsi de jouer un rôle accru tant au sein de notre organisation que sur la scène internationale. the small size country, but very in terms of diplomacy, acceptance. Nul autre que les États membres de la région, les pays voisins et les parties concernées ne peuvent être plus engagés dans la résolution de la question du Soudan, justifiant ainsi la tenue d'une réunion urgente. Cette rencontre au sommet a déjà souligné l'importance primordiale des négociations pour parvenir à une résolution pacifique. Les dirigeants ont déployé tous leurs efforts pour atteindre cet objectif. En ma qualité de secrétaire exécutif, j'ai personnellement travaillé jour et nuit pour rassembler ces parties à la table des négociations. Nous avons engagé des discussions tant avec les parties prenantes qu'avec nos partenaires internationaux. Bien que nos efforts se poursuivent, nous n'avons pas encore réussi à mettre un terme à ces affrontements. Toutefois, une nouvelle opportunité se présente à nous, puisque les chefs d'État et de gouvernement de la région se réuniront à Djibouti la semaine prochaine. L'un des points à l'ordre du jour consistera à élaborer des propositions concrètes supplémentaires en vue de résoudre ce conflit. La République de Djibouti, à travers son chef de l'État, a donc une longue expérience pour mener ce genre de dialogue, comme ce fut le cas pour la Somalie. En temps comme de paix et d'expérience, le président Guelleh devrait mettre à contribution cette aptitude lors du prochain sommet de l'IGAD qui se tiendra à Djibouti. Dans le nouvel national, ARTA mettre sur pied un comité de coordination sur la santé transfrontalière à l'OEADA. C'est l'objectif d'une réunion technique organisée par les équipes de projet de numérisation des données sur la santé dans la région de l'IGAD qui s'est ouverte ce mardi 6 juin 2023 dans la sous-préfecture de Damerjog, aux confins de la région d'Arta. Parrainé par le sous-préfet de la localité de Damerjog, M. Abdi Shahid Nour, cette cérémonie d'ouverture officielle de la rencontre a été l'occasion de rappeler le contexte et l'intérêt de la collaboration transfrontalière. À l'issue des interventions officielles, les discussions techniques ont permis de revoir les attendus du comité transfrontalier qui doivent fournir une plateforme permettant aux parties prenantes locales de participer activement, mais aussi de s'engager dans des activités de surveillance et de riposte au Covid-19. À ce titre, ces comités devront orienter les parties prenantes ou acteurs transfrontaliers sur les portées et l'état d'avancement des activités de santé communes dans les zones transfrontalières comme l'OEADA. Pour plus généralement, les comités transfrontaliers assureront le suivi du fonctionnement du mécanisme de partage des données de santé de manière simple, sécurisée et transparente, mais aussi respectueuse des droits de la personne humaine et du code de déontologie médicale. Le comité aura créé une compréhension commune du RSI 2005 pour toutes les agences transfrontalières et promouvoir la résolution conjointe de problèmes basés sur des relations de confiance avec leurs homologues transfrontaliers. On écoute à présent la réaction d'une participante, le docteur Hibo. Voici ses propos. Aujourd'hui, j'ai été conviée à une réunion qui s'est portée bien sûr sur la coordination entre nos deux pays, qui est la Djibouti et la Somaliland, dans le cadre d'une collaboration intertransfrontalière. Et cela consistait à pouvoir parler comment prendre en charge les patients venant de l'OEADA, du côté de la Somaliland, ici à Djibouti, et inversement. Donc la prise en charge des patients transfrontaliers et comment pouvoir collaborer sur le long terme entre la Somaliland et Djibouti. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour un atelier transfrontalier entre les représentants de la Somaliland, qui est à la frontière de l'OEADA, et Djibouti, pour lutter contre toutes les maladies transmissibles. Comment mettre en place un mécanisme de riposte qui soit opérationnel au niveau frontalier, ici à l'OEADA, donc dans la sous-préfecture de Damerjog, de la région de Arta.
C'est dans la journée du jeudi 8 juin 2023 que l'INAP a procédé à une cérémonie de remise des certificats de fin de formation de longue durée en anglais dans le milieu professionnel en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle a dispensé par exemple par un expert américain, M. Douglas, qui possède une solide expérience en apprentissage de l'anglais dans les milieux professionnels. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Travail n'a pas manqué de remercier le soutien de l'ambassade pour cette formation, appui technique pour la mise à disposition de l'INAP, cet expert riche en expérience, et sans oublier l'INAP pour ses travaux de formation menés en collaboration avec les organisations diplomatiques internationaux. À la fin de la cérémonie, les certificats ont été distribués à 59 participants qui ont participé avec brillance à cette formation. Formation angolaya afka ingilishi lagu baranay. On écoute un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. C'est une immense joie et un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie de remise de certificats aux 59 bénéficiaires de la formation en anglais dispensée à l'INAP. Cette formation, qui a duré 8 mois, participe de la transformation qualitative du capital humain en faisant évoluer les apprenants en de véritables bilingues, des agents bilingues de l'administration. Elle s'inscrit aussi dans le cadre du perfectionnement prodigué tout au long de leur carrière aux agents de l'État. L'importance de parler l'anglais n'est plus à démontrer. La connaissance de toute nouvelle langue est un atout majeur qui peut offrir de nombreuses opportunités. Une langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est un apport et un enrichissement sur la culture, l'histoire, l'âme d'un pays, d'un peuple. Comme vous le savez, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde et sa maîtrise vous sera certainement utile dans votre vie professionnelle. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au directeur de l'INAP pour cette offre de formation qui répond à un besoin exprimé par les agents de l'État. Je salue la collaboration entre les différentes directions de notre ministère qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Autre actualité de ce soir, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé jeudi matin au Palais du Peuple à la clôture d'un atelier de formation sur la gestion de l'encrassement biologique de navires. L'atelier de formation qui a été très important pour les participants qui ont répondu présents à cette invitation afin de suivre cette formation qui a duré 2 jours. À travers cette formation, le ministère envisage de réaliser une évaluation de la gestion de l'encrassement biologique pour évaluer les risques à l'échelle nationale et les minimiser. L'objectif de cet atelier est de fournir aux participants les informations essentielles et les connaissances pratiques sur les méthodes de contrôle et de suivi liées à la mise en œuvre des directives pour le contrôle et la gestion de l'encrassement biologique des navires dans le but de réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Useful resources. Par ailleurs, le secrétaire général par intérim de l'environnement a mis en exergue l'importance capitale que revêt la gestion des espèces aquatiques pour soutenir davantage l'essor économique de notre pays. La République de Djibouti a connu ces dernières années une croissance économique liée par la multiplication des activités portières et un essor économique du secteur du tourisme, a indiqué le secrétaire général. C'est pourquoi la gestion des espèces aquatiques envahissantes est devenue une question cruciale pour laquelle notre pays doit être outillé pour faire face à ces défis, a noté le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement.
Direction Ali Sabié, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes que l'armée de la BIAZ a saisi dans le secteur d'Ali Adé une importante quantité de sachets de cannabis. Cette importante marchandise de drogue composée de 25 paquets de sachets remplis de cannabis, les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la capitale. Par la suite, le contrebandier a été emmené à la brigade de la gendarmerie d'Ali Sabié pour faire l'enquête. Compte tenu de la gravité de ces faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre de ses actes. Dans la journée du 6 juin 2023, une cérémonie de commémoration de la 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne s'est tenue cette fois en Somalie. Ces festivités qui se sont déroulées à Jalalarsi ont été présidées par le commandant de bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Qayad. Après une revue de troupes et la levée de couleurs lors du jour du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zekiri Cheikh Ibrahim Bor, a été lu devant les troupes et les invités d'honneur civils et militaires présents. Les nôtres, Inkitino, Mednemo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple djiboutien, vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée, Zekiri Cheikh Ibrahim. Du dépôt de gerbes au pied du monument aux morts tombés au champ d'honneur pour ces soldats qui ont combattu et qui se sont sacrifiés pour nos valeurs et la paix de nos frères somaliens. Dans la capitale, hier vendredi, dans l'après-midi, sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence le Dr Hibo Moumin Assowe est lancé à la plage de la Siesta, le traditionnel programme d'activité estival édition 2023. C'est devant un parterre de jeunes sous la brise iodée d'une mer bleue d'azur et dans un climat empreint d'échange et de partage que la première activité d'animation sensibilisation s'est déroulée ce vendredi après-midi à la plage Siesta. L'objectif de cette activité est d'offrir aux nombreux jeunes fréquentant cette plage durant les week-ends l'opportunité de participer à des activités ludiques, culturelles, sportives et cognitives. C'est aussi créer au bénéfice de ces jeunes des espaces de sensibilisation à la culture civique et citoyenne, aux valeurs d'union et de solidarité et à la protection de l'environnement. Dans le cadre des prochains Jeux d'été prévus le 15 de ce mois juin, une formation technique a été dispensée hier au stade Hassan Goulet d'Aptidon pour les animateurs et sportifs. Les arbitres et les encadreurs seront prêts pour les Jeux d'été grâce à une formation technique organisée par les autorités sportives. Les animateurs sportifs de la capitale et des 5 régions de l'intérieur ont reçu des attestations en fin de formation attestant qu'ils sont désormais capables d'assurer la bonne organisation des Jeux.
Au cours de la formation, les bénéficiaires ont appris les règles de jeu traditionnelles qui seront disputées lors des Jeux d'été. La formation a été dispensée par le directeur adjoint, M. Ahmed Ali, et le directeur du complexe et de la formation sportive, M. Hassan Kako, qui ont partagé avec les bénéficiaires les techniques à utiliser pour assurer une bonne organisation de tout au long des Jeux. Le secrétariat d'État chargé au sport pour avoir pensé à faire revivre les jeux traditionnels, mais aussi aux participants ici présents qui sont venus de toutes les régions. Les jeunes puissent avoir des formations sur ce jeu-là et sur les réglementations qui existaient déjà dans nos coutumes. Direction Cap vers le Nord, dans la ville blanche, Tadjoura, un atelier de vulgarisation de la loi 1901 en collaboration avec la direction de l'administration générale et de la réglementation. Le projet financé par l'USAID visant à soutenir l'engagement de la société civile dans le processus de développement local a organisé la deuxième de l'atelier de vulgarisation dans les régions de l'intérieur. Cette fois, le projet a conduit à un atelier de vulgarisation pour les clusters des associations de Tadjoura, avec la présence des parlementaires de l'honorable Omma Mohamed Hamid et de l'honorable Abdallah Roufa et le vice-président du conseil régional. Cet atelier a permis d'acquérir une meilleure compréhension du cadre juridique dans lequel elle s'exerce. D'autre part, les participants ont pu comprendre exactement le fonctionnement et l'organisation d'une association. Cet événement a également été une occasion de tisser des relations fortes entre les OSC et les parlementaires présents lors de cet atelier. Une session de discussion et d'échange durant laquelle les participants ont exprimé leur enthousiasme par rapport au futur de leurs associations respectives grâce aux notions apprises durant cette journée à clôturer l'atelier. Toujours au nord, mais à Obok à présent, où la population obokoise a organisé un pot de départ pour le préfet, à M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta. Ce dernier est de bons loyaux et services et mutés en terre à Sejouk. C'est en guise de remerciement que les obokois se sont donné rendez-vous sur la place de l'Indépendance du bâtiment, à côté du bâtiment du conseil régional, afin d'honorer M. Abdelmalik Bonoïta et son épouse, Mme Hassana Mohamed Ali Gadile. L'événement a vu la participation des élus du conseil régional avec à sa tête M. Mohamed Hamed Ismail, l'honorable député M. Kamel Hamed Ahmed, tous les grands cadres de la région, les notables, les femmes, les services déconcentrés, la jeunesse encadrée par son président M. Moussa Hassan Haïsama. La communauté des pêcheurs était fortement présente également. Après un accueil devant l'esplanade du conseil régional, place aux interventions, toutes les personnes au micro ont salué les services rendus à la région par le préfet Abdelmalik. Dans son mot, le préfet sortant, très touché par cette mobilisation, a remercié du fond du cœur toute la population obokoise. Il a qualifié des obokois hommes et femmes intègres, aimant vraiment leur région. Obok, a-t-il dit, est une région de l'avenir avec toutes ses potentialités, de par sa position géostratégique et tous les grands projets réalisés en cours et en perspective. Le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail, a salué le degré de collaboration de la préfecture et du conseil régional avec Abdelmalik et a souhaité bonne chance au préfet, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta. Pour les actualités régionales, au moins 7 morts lourdement armés, 7 hommes lourdement armés appartenant au groupe terroriste Al-Shabaab ont lancé une attaque directe la nuit dernière contre un hôtel appelé Pearl Beach à Mogadiscio. La police somalienne a confirmé aujourd'hui que le groupe terroriste Al-Shabaab qui a perpétré l'attaque a été neutralisé dans la nuit. L'attaque a coûté la vie à 6 civils, tandis que 10 autres ont été blessés. En outre, la déclaration de la police nationale a confirmé que 3 soldats qui faisaient partie de l'armée de l'hôtel ont été tués lors de l'attaque des assaillants. Depuis hier vendredi, de nombreux jeunes ont investi les hôtels de la plage de Lido. 84 civils ont été sauvés de l'attaque. Les 7 conspirateurs du groupe terroriste Al-Shabaab qui ont perpétré l'attentat ont tous été abattus. Certains d'entre eux se sont fait exploser. Et aujourd'hui, la situation est revenue à la normale pour les commerçants et les habitants de la zone hôtelière Pearl Beach. Le 22 janvier, Mogadiscio
Mogadiscio a été attaquée la dernière fois par le groupe terroriste Al-Shabaab avec l'attaque du centre administratif de la région de Banadir. Dans les régions du pays, on estime que les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab ont diminué dans les différents secteurs de la Somalie et de nombreux zones ont été libérées depuis les 8 derniers mois passés. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, au Soudan, un navire de guerre en provenance d'Égypte a accosté au port Soudan. Il transportait 270 tonnes d'aide humanitaire, une bonne nouvelle dans un pays où 25 millions de civils sont dans le besoin. Le Soudan étant en proie au conflit qui, depuis le 15 avril, a déjà fait 1800 morts et près de 2 millions de déplacés, dont plus de 400 000 ont cherché refuge dans les pays voisins. Alors que les combats se poursuivent encore, les belligérants ont accepté une trêve de 24 heures, a annoncé vendredi le médiateur saoudien. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur ce samedi. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.